rien faire, mais voilà, tu acquiesces. Voilà. Dis oui de temps en temps. Oui. Voilà, c'est pour tes plans de coupe, je suppose. D'accord. Bon, tu dis oui avec la tête. Oui, je dis oui avec la tête. Sans parler, ça tu veux. Voilà. Très bien, c'est parfait. Donc on va parler des relations toxiques, qu'elles soient dans le couple ou dans la vie de tous les jours, avec des partenaires ou de travail ou de famille, etc. Et quelle est la manière de s'en sortir ? C'est ça qui nous intéresse, les solutions. Est-ce qu'il y a des solutions ? Parce que les seules solutions qu'on a eues jusqu'à présent, c'était quand la relation devient toxique et que l'autre ne veut pas faire quelque chose pour arranger ça. La seule solution, c'est de s'en aller. Tant qu'il n'y a pas vraiment la conscience de ce qui se joue dans la relation, et c'est souvent ce qui se passe dans un couple en fait, il n'y a pas la conscience de ce qui s'est mis en place, c'est vrai que partir, ça peut paraître la solution la plus radicale et la plus salutaire. Moi, je ne peux qu'évoquer ce que j'ai vécu moi-même, qui était justement une relation toxique, mais sans le savoir, parce que ces relations qu'on nomme toxiques maintenant, en fait, ce sont les relations souvent idéales pour le commun du mortel. C'est-à-dire que si tu regardes un film, si tu regardes les pièces de théâtre, Shakespeare, etc., l'amour, c'est l'amour tragique, passionnel, et il y a toujours quelqu'un qui est détruit. Donc on est quand même pas mal identifié à ça. Et en fait, dans une relation, quand il y a beaucoup de tension et beaucoup de pression et de la jalousie et même de la violence, ça peut presque être banalisé et presque être mis comme étant une preuve d'amour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est à libérer même de l'esprit et de nos cellules, parce qu'il y a un ancrage cellulaire que l'amour, ça doit être fusion, passion, se perdre dans l'autre. C'est quelque chose de presque naturel dans l'esprit des gens. Donc quand quelqu'un, notamment c'est souvent les femmes, se retrouve dans une situation en fait de violence, bien qu'est-ce qui se passe ? Soit elle y reste parce qu'elle n'a pas la force d'en sortir ou elle n'a même pas le courage de partir, mais en fait il faut regarder ce qu'il y a derrière. Derrière, bien souvent, moi je l'ai vécu donc je peux vraiment en témoigner, il y a une mauvaise estime de soi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que l'on se met passionnellement dans une relation ? Souvent, c'est parce qu'on pense qu'on a besoin de l'autre pour remplir ce manque qu'on peut ressentir en soi. Et en fait, à partir du moment où on ressent ça, ça veut dire qu'on ne se sent pas complet. Ça veut dire qu'on n'a pas une super estime de soi. Et pour moi, l'ancrage, la vraie problématique qui fait que des personnes vont rester engluées dans des relations toxiques, c'est parce qu'elles ont l'idée, la croyance, le point de vue, ou simplement des mémoires, qui fait qu'elles pensent qu'elles ne pourront pas s'en sortir sans l'autre. Donc à ce moment-là, elles préfèrent rester dans la situation conflictuelle, voire pire que ça, plutôt que d'essayer d'en sortir par elles-mêmes. Donc la première chose pour moi, c'est vraiment la mauvaise image qu'on peut avoir de soi. L'autre, c'est l'endoctrinement dans lequel on est, qu'une vraie relation, ça doit être passionnel. Et je voudrais tellement qu'on montre aux jeunes, aux ados, des films différents de ceux qu'on présente. De ceux où on peut montrer un amour où en fait, chacun est rempli de sa propre présence et que être avec l'autre, c'est la cerise sur le gâteau, mais que ce n'est pas une nécessité. Et c'est principalement pour moi ce que nous devrions donner à nos enfants. Cette capacité de découvrir qu'ils sont tellement merveilleux tels qu'ils sont, ce qui les empêchera de sombrer dans la pathologie de chercher en l'autre ce qui pourrait nous nourrir, alors qu'en fait, tant qu'on ne se nourrit pas soi-même, on sera quelqu'un de dépendant. La deuxième chose que je voudrais évoquer, donc tu parlais de qu'est-ce que c'est la solution en fait, c'était ça la question. Pour moi, ça a été, par exemple, j'ai vécu ça, j'ai vécu une violence pas de la part d'un homme violent, un homme très gentil, très doux. Je pense qu'il n'y a pas une catégorie, il n'y aurait pas les violents d'un côté puis les non-violents de l'autre. Chacun de nous est capable de devenir quelqu'un de très violent.
Même moi, je suis capable de ça. Hein. Mais simplement, dans des situations très précises de blessures intenses réactivées, on peut effectivement agir dans une violence. Et la plupart du temps, quand il y a violence dans les couples, c'est qu'il y a une blessure qui a été réactivée, profonde, inconsciente. Ce sont des mémoires. Et la plupart du temps, les gens qui sont ensemble dans une relation, c'est qu'ils ont co-créé ça. J'aimerais aussi pouvoir aborder cette idée que moi, par exemple, quand je suis partie, j'aurais pu imaginer que j'étais victime de cette situation. Il y avait un homme qui m'avait aimé profondément, que j'aimais profondément, une passion. Moi, je change, je commence à m'affirmer, donc j'ai envie de prendre mon espace. Lui ne supporte pas. Ça commence à devenir tendu, ça commence à créer des tensions dans le couple, le désir qui s'en va, donc une violence par rapport, oui, mais on est mariés, on doit faire l'amour, donc quelque chose. Ça, c'est une violence aussi. Moi, je trouve que c'est une violence qui n'est jamais nommée quand une femme pense qu'elle doit faire l'amour parce qu'elle est mariée et qu'elle n'en a pas envie. Et ça, c'est une violence non nommée, mais qui existe, ne serait-ce que certaines pour avoir la paix aussi. Voilà. Et donc, en fait, de cette tension qui a monté, à un moment donné, je sentais que moi, dans mon désir de liberté et de joie, j'étais totalement emprisonnée dans cette relation, et en plus avec une nostalgie du premier jour. Tu sais, cette nostalgie de cet amour passionnel que j'avais vécu, puis qui était si bon et que je n'avais pas envie de perdre. Et donc, cette nostalgie m'a fait rester plus longtemps qu'il ne devrait aussi, parce qu'il y a toujours cet espoir de revenir avant. En fait, avant la violence. En fait, je pense que quand la violence a commencé, elle va difficilement s'arrêter d'elle-même, parce que, justement, des blessures ont été réactivées. Et que ces blessures, elles sont tellement profondément inconscientes que si la personne ne fait pas un cheminement intérieur pour les mettre en lumière, eh bien elle va avoir un comportement presque malgré elle de violence. D'ailleurs, les gens qui sont violents disent souvent « je ne sais pas ce qui m'a pris ». Et je crois que sincèrement, ils auraient voulu ne pas faire ça. Et moi, dans la situation dans laquelle j'étais jeune, voilà, mais déterminée quand même à sortir, parce que j'avais pris la conscience de la relation toxique, et la seule solution que j'ai trouvée à ce moment-là, c'est de partir. Ça, j'avais 30 ans. Maintenant, j'ai le double, et l'autre solution qui fait partie vraiment de mon cheminement d'accompagnement, c'est qu'en fait, en m'intéressant à la physique quantique, à tout l'aspect vibratoire de l'être, et en découvrant que nous sommes tous des êtres vibratoires qui émettons des vibrations et qui attirons donc des personnes, des événements similaires, il y a une partie de moi avait co-créé ça. Donc ça voulait dire qu'à l'intérieur de moi, il y avait donc une mémoire, je dirais un implant, qui inconsciemment avait créé de faire venir cette relation dans ma vie, qui m'avait convenu d'ailleurs, tant que j'étais restée sur cette même vibration. Et donc je me disais, en fait, si j'ai pu créer ça par ma vibration, ça veut donc dire que je peux créer quelque chose de différent par une vibration différente. Et je me suis intéressée donc aux mémoires cellulaires, et pour moi maintenant, la véritable solution, mais pas seulement à la violence de couple, à la violence familiale, à la violence aussi d'amis, parce qu'il y a beaucoup de violence entre amis, pas une violence physique, une violence verbale. C'est-à-dire que sous des prétextes de « t'es mon ami, je vais te dire une vérité », ou alors on va utiliser un faux humour pour railler, pour se moquer, et si jamais la personne est blessée, on va lui dire « mais franchement, t'as pas d'humour ». Ça aussi, ce sont des violences. C'est-à-dire qu'il y a la violence physique qui se voit, c'est-à-dire les coups, mais il y a la violence verbale, il y a aussi la violence au lit, donc cette façon de se sentir obligé de passer à l'acte sexuel. Et je crois que j'ai entendu beaucoup de femmes autour de moi qui ont vécu ça. Et pourtant, des femmes qui ne présentent pas l'aspect de la femme battue ou la femme malheureuse, quoi. C'est devenu presque normal de le vivre. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait qu'on a du mal à s'en sortir, c'est qu'il y a une habitude de la violence. C'est-à-dire, moi, ça me fait penser un petit peu à l'histoire de la grenouille dans le bocal. Elle est bien, cette histoire. Et c'est vrai, si vous laissez une grenouille dans un bocal d'eau froide, puis que vous laissez, que vous mettez à chauffer, peu à peu, elle va s'habituer jusqu'à en mourir.
Alors que si vous la plongez dans le bocal d'eau bouillante, elle saute. Donc il y a aussi cet aspect de peu à peu, et ça c'est vraiment en tant que thérapeute, j'ai tellement rencontré, de s'habituer à une force de non-joie, moi je dis ça, de non-vie, de non-bonheur, qui est presque devenu normale. Et moi, tout mon cheminement, c'est d'amener justement cette conscience que non, le bonheur, c'est normal, c'est la joie, elle est là en nous, c'est notre essence. Et qu'on peut vivre des choses difficiles, on peut parfois aussi être en couple et puis avoir des difficultés. Je veux dire, difficulté et violence, c'est pas la même chose. Hein, on peut avoir des épreuves à surmonter pour trouver de la force, pour trouver un autre niveau d'être. Mais l'aspect subir, par exemple, c'est quelque chose qui peut totalement être dépassé, et notamment en nettoyant, en libérant ses mémoires, parce que cette violence individuelle, conjugale et de famille ou d'amis, c'est la même que celle qu'on voit dans les guerres, mais c'est la même racine. Si vous regardez l'histoire de France et du monde, mais c'est incroyable. On a toujours vu des pays en guerre contre un autre, et on a toujours vu le bourreau et la victime, et puis un jour la victime devient le bourreau à une autre époque. En fait, qu'est-ce que c'est qui joue là? C'est des réactivations de mémoire. Et toutes les choses qui n'ont pas été réglées, inconsciemment, elles vont se réveiller. Donc, on croit qu'on se met avec quelqu'un pour une raison précise, mais on se met avec quelqu'un pour régler quelque chose qui n'a pas été réglé. Eh bien, c'est la même chose, même au niveau politique. Le bourreau, la victime et le sauveur. L'objectif pour moi de cette nouvelle ère, c'est de sortir de ce triangle victime, bourreau, sauveur. Tant qu'on va être dans la séparation, qu'on va avoir l'impression qu'on peut catégoriser les gens justement avec des étiquettes, victime, bourreau, sauveur, on va sans cesse être enfermé là au milieu. Et à un moment donné, c'est ça en fait aussi ce que je me suis rendu compte, c'est que la personne qui avait peut-être été un bourreau apparemment envers moi, elle était aussi victime. Et puis peut-être qu'aussi qu'elle était le sauveur de moi-même, parce que ça m'a amené à tellement de prises de conscience. Hein, quand on vit des choses tellement difficiles, on a des prises de conscience. Donc finalement, même ceux qui nous font du mal, peut-être qu'ils sont là aussi pour nous réveiller, bien alors stop là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je reste dans cette relation? Parce que l'autre, il n'a fait, de mon point de vue, que réactiver quelque chose qu'on avait déjà en nous. Donc le risque, le piège pour moi, c'est que les femmes, parce que c'est souvent les femmes qui vivent ça, se mettent en posture de victime par rapport aux hommes violents, etc. Mais vous savez très bien qu'il y a des catégories, il y a des femmes qui attirent toujours des hommes qui leur font du mal, et c'est plus fort qu'elles, elles se disent qu'elles n'ont pas de chance, mais parce qu'il y a un aspect d'elles qu'il faut qu'elles libèrent en fait. Et finalement, on n'est pas obligé d'attendre d'en avoir eu 10 comme ça pour se libérer. Voilà, c'est que maintenant il y a des outils, je pense que ces outils pour moi n'existaient pas en tout cas je ne les connaissais pas il y a 20 ans, 25 ans, mais maintenant moi j'utilise ça, il y a plein de gens qui utilisent des outils quantiques pour libérer ces vibrations, ces choses qui sont vraiment implantées en nous, et on a une chance incroyable. On n'est même plus obligé d'aller se rouler dans la souffrance pour revivre les scénarios, parce que moi je suis Gestalt analyse jungienne, j'ai beaucoup animé du groupe où les gens revivaient des situations pour se libérer justement d'une situation de violence ou autre. Alors, il faut revivre la chose, et puis on crie, puis on pleure, puis après on a l'impression qu'on a vraiment soulagé quelque chose. Voilà. Sauf que quelques mois plus tard, de nouveau, ça recommence sur un autre aspect. Et pour moi maintenant, c'est qu'on peut très bien aller avant l'événement, c'est-à-dire à la racine, à cette vibration, à cette mémoire. Quelle chance! Et la défaire. Et la défaire. Donc on pourrait faire ça au niveau du monde, au niveau des États, au niveau de tous les conflits qu'il y a, mais est-ce que ce serait individuellement, un travail individuel pour chaque être humain, ou est-ce que ça peut être fait Tout d'abord, il y a une chose que j'ai découvert, c'est que quand on libère une mémoire, si je libère une de mes mémoires, toutes les personnes qui sont en résonance et qui ont une mémoire en résonance vont la libérer aussi. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que moi je pense que sur cette planète, tout le monde n'est pas forcément prêt à venir faire un cheminement de libérer ses mémoires. Par contre, il y en a, des gens comme moi, comme toi, comme d'autres,
il n'y a que ça qui nous anime, quoi. On est vraiment là pour dire, mais quelle contribution est-ce qu'on peut être à ce monde? Quelle contribution est-ce qu'on peut être à notre vie aussi? Parce qu'il faut commencer par nous. Mais quelle contribution est-ce que nous pouvons être au monde? Et moi, ce que je vois, ce que je pense aussi, c'est qu'il y a des personnes comme ça qui sont venues pour libérer ces mémoires, parce que quand on le fait pour soi, on le fait au niveau collectif. À l'intérieur de nous, on a nos mémoires individuelles, on a des mémoires transgénérationnelles, mais on porte aussi l'inconscient collectif de l'humanité. Et ça, Jung a quand même été un des premiers à parler de l'inconscient collectif. Hein. Cette notion d'inconscient collectif, pour moi, elle est fabuleuse, parce que ça veut dire donc, contrairement à ce qu'on pensait avant, c'est que chaque personne qui libère quelque chose, elle ne se libère pas seulement elle, on le savait déjà au niveau familial. Dans la thérapie familiale, on voit très bien que si une personne commence à libérer des choses, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de la famille. Mais au niveau collectif, moi, je suis convaincue, c'est que quand on libère une ou deux mémoires, au niveau quantique, ce que dit Gary Douglas, le concepteur de la méthode que je transmets, il dit que quand une personne libère une mémoire, 350 000 autres personnes en résonance, on les libère. C'est magnifique. Sauf qu'eux, ils ne payent pas pour faire le stage. C'est magnifique. Mais c'est incroyable. Oui, oui. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas être déçu de se dire, d'avoir l'impression qu'il y a tellement de travail à faire sur cette planète. Nous allons faire ce que nous pensons qui est juste. Nous libérons nos propres mémoires. Nous libérons tout ce qui nous amène à rentrer, qui nous amènerait à rentrer dans les relations toxiques. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai mis tellement d'années à arriver là où je suis, mais je sais aujourd'hui que plus rien ne me fera accepter et tolérer des relations où je ne suis pas reconnue et estimée. C'est-à-dire que si je sens que je suis diminuée dans une relation, quel que soit le sentiment que je peux avoir, je ne peux pas rester. Parce que c'est trop d'efforts. Hein. Oui. Voilà. Alors, bien sûr, on peut se dire, bah, si, je veux quand même rester, parce que peut-être il va se passer. Bon, voilà. Voilà. Et puis, bon... moi, je dirais que j'ai un peu le privilège de l'âge. Je me dis, j'ai pas de temps à perdre. Voilà, j'ai pas de temps à perdre. Et je trouve que vivre vraiment dans la joie et dans des relations saines où chacun a trouvé son établissement intérieur, mais c'est le rêve. Alors évidemment, on peut aborder ça au niveau politique aussi, parce qu'en politique, moi je me suis intéressée, j'ai fait de la politique il y a quelques années, j'étais très enthousiaste dans l'écologie, dans la conscience de soi et tout, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que si on n'est pas débarrassé des mémoires, même avec le plus beau des projets, on va quand même continuer à projeter des choses qui ne sont pas tout à fait dans le sens justement de la paix. Tant qu'on n'a pas fait la paix à l'intérieur de soi totalement, mais notamment avec nos mémoires, parce qu'on peut avoir envie de faire la paix intellectuellement. C'est comme le pardon, on dit je te pardonne, mais c'est intellectuel. Ça doit être vécu à l'intérieur, ça doit être un sentiment, un ressenti. Dans toutes les cellules, voilà. Et je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de ne pas nettoyer ces mémoires cellulaires. Je pense que, je ne sais pas combien de temps ça prendra, je pense qu'à un moment donné, on n'aura plus besoin de ça. Mais je pense vraiment qu'on est dans une civilisation, là en ce moment, intermédiaire, où nous avons la chance, vraiment la chance, de pouvoir vraiment nettoyer toutes ces mémoires de tout l'inconscient collectif de l'humanité. Je le sais profondément. Il doit y avoir différentes manières de nettoyer ces mémoires. Sûr. Certainement qu'il y a plusieurs outils, parce que depuis une quinzaine d'années, il y a eu une flambée de toutes ces techniques, on va dire quantiques, oui, ou vibratoires. Hein. Et donc après, à chacun de trouver celle qui lui est plus légère, hein, lui convient le mieux. C'est sûr que moi, par exemple, j'ai fait le choix dans mon travail, non pas de faire de l'individuel, j'en fais un petit peu, mais d'accompagner les groupes. C'est-à-dire que quand j'ai un groupe qui va libérer des mémoires, c'est qu'il suffit qu'une personne dans la salle libère quelque chose, tous les autres sont complètement en résonance. Parce que dès qu'on est dans une entité groupe, il y a un lien. De toute façon, les personnes, elles ne viennent jamais pour rien. Elles croient toujours que c'est par hasard, mais c'est incroyablement étonnant de voir comment les choses se passent. C'est pour ça que moi, je suis dans le laisser-être total du nombre de personnes, comment elles viennent, parce que je sais que ça se passe exactement comme ça doit. Mais dans le groupe, on sent la multiplication. Et vous savez qu'en Inde, un des outils que j'utilise moi, par exemple, pour les mémoires, on l'a donné à des enfants des rues.
Eh bien, on leur a appris simplement à mettre leurs doigts sur la tête, parce que c'est une méthode qui peut être tout à fait manuelle, où on touche, enfin, en tout cas, un des outils. Eh bien, en fait, les enfants, en s'amusant, font ça. Et je me dis, mais si on arrive comme ça, par le biais des enfants, juste qu'ils s'amusent à libérer toutes ces mémoires de caste, etc., ça va se faire à la limite même à l'insu des adultes. Ça va se faire tout seul, naturellement. Et puis si les hommes politiques pouvaient libérer toute leur mémoire, quel bonheur. En fait, arriver à ouvrir l'esprit à d'autres possibles, finalement. Et à la joie. Voilà. Mais j'ai le sentiment que quand on est vraiment, ce que je constate, moi, c'est que quand on libère les mémoires, et bien souvent, on ne sait même pas ce qu'on libère, à un moment donné, on sent qu'on a de plus en plus d'espace à l'intérieur. La joie, elle émerge naturellement parce que nous sommes la joie. Moi, je dis souvent, nous sommes la joie sur pattes. Et donc, quand on n'est pas dans la joie, c'est pas normal. Vous voyez, ça veut pas dire, je parle pas de la joie toujours surexcitée, happy. Ça peut être une joie aussi où il y a des fois de la tristesse. Parce que la tristesse, ça nous ouvre le cœur, ça nous ramène à notre humanité. Mais ça reste pas, c'est comme une vague. Et ce que j'ai pu constater, c'est que plus les gens libèrent leur mémoire, plus ils expriment la joie. Et ça, c'est de ça dont nous avons besoin. Parce que nous sommes ça. Les enfants sont ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils n'ont plus cette joie? Regardez, même quand ils tombent, ils pleurent, mais ils se relèvent, allez hop. Et il y a une joie naturelle dans l'être, tellement profonde. Vous savez, cette joie aussi, quand on est dans la nature et quand on est connecté, c'est de la joie quand on est connecté. On a peut-être vécu quelque chose de dramatique une heure avant, mais tout d'un coup, dans ce non-pensée dans laquelle on peut être quand on est émergé dans la nature, avec les oiseaux, le soleil, il y a un moment donné, on est uniquement connecté à notre être, et du coup, c'est la plénitude et la joie. La seule chose qui nous empêche d'être dans la joie, c'est le mental, c'est nos pensées. C'est la joie seule et non point l'acceptation de la souffrance qui apporte la paix. C'est Paul Claudel qui disait ça. Je crois que c'est dans Le Soulier de Satin. Il y a deux façons de vivre. Soit on vit uniquement en pensant au passé, au futur et puis en ruminant, soit on vit vraiment dans l'instant et dans le ressenti profond. Et là, c'est dans ce ressenti profond qu'on capte la joie. Parce que, en fait, qu'est-ce qui fait, par exemple, que quelqu'un va rester dans la violence? C'est de penser qu'elle ne peut pas arriver à être bien toute seule. Donc, dès que la personne se met à penser, il y a tous les parasites et les endoctrinements, on peut dire, qui remontent. Si on commence à lâcher les pensées et à juste être dans la sensation, on va découvrir peu à peu des ressources intérieures. Vous savez, c'est souvent quand on est acculé qu'on retrouve les ressources intérieures. C'est quelque chose que j'ai trouvé des ressources en moi que j'aurais jamais imaginé que j'avais et que mon mental n'aurait jamais imaginé. Donc bien souvent aussi, la raison pour laquelle on ne sort pas d'une situation difficile, c'est parce que c'est le mental qui nous guide. Mais tu ne vas pas y arriver, mais tu ne te rends pas compte, mais tu ne sais pas, et tu n'es pas capable, etc. Alors que si le mental disparaissait et qu'il n'y avait plus rien d'autre que nous, là, on va être obligé de trouver des ressources. Et tout d'un coup, elles vont arriver, les ressources. Parce que les ressources, ça peut être quelqu'un d'autre qui arrive, qui nous donne une information, etc. Ça peut être, oui, une intuition. Enfin, en réalité, je pense vraiment, au fil de la discussion, que moins on va écouter trop son mental, plus on va être capable de sentir ce qui est juste pour soi et de trouver vraiment cette lumière qu'à l'intérieur de nous. Et cette lumière, c'est la conscience, et la conscience, c'est la joie. La conscience, elle est légère. La conscience, quelqu'un qui est léger, qui est joyeux, qui rit, il est dans ce niveau de conscience. Dès que quelqu'un devient sérieux, grave, c'est automatiquement l'ego qui est en train de parler. En fait, c'est une bonne façon de sentir la température. Hein. Puis même pour nous, pour nous, c'est aussi une autre façon de dire, mais quelle est la partie de moi qui est en train de parler là maintenant? Il y a des femmes, ils les appellent femmes sacrificielles, Jacques Salomé. Qui ont regardé la situation, elles ont pesé le pour et le contre, comment ne pas faire souffrir du tout personne. Elles ont pris tout sur elles parce qu'elles sont puissantes. Et ça a duré très longtemps. Et elles ont réussi, elles ont trouvé leur joie intérieure et leur façon de s'exprimer, de se réaliser et tout. Bon, la personne qui a ces attitudes violentes, ça n'a pas beaucoup changé pour elles, mais elles ont pu trouver une forme d'épanouissement et d'accomplissement.
malgré ça. Mais elles n'ont pas trouvé la solution. Et certaines restent pour trouver la solution, en se disant j'ai trouvé des solutions à plein de choses, donc je vais finir par trouver ça. Parce que c'est une forme de complicité, en fait. C'est une forme de... où chacun a trouvé son rôle, en fait, dans ce fameux triangle. Et en fait, et puis il y a une sublimation de la souffrance aussi. Il y a un côté comme ça, il y a le bénéfice secondaire d'être aussi une martyre. Non, mais il y a vraiment ce côté-là. Et bon, est-ce qu'elles se sont vraiment épanouies? Moi, je mets un point d'interrogation là. Mais ce qui fait rester, c'est de croire qu'on ne peut pas faire autre chose. Oui. C'est-à-dire que moi, c'était aussi une des raisons pour lesquelles je ne partais pas, je dois le dire. Et puis, bon, en me disant, mais je ne trouverai jamais quelqu'un d'autre qui va m'aimer autant, etc. Enfin voilà. Et puis en fait, moi, ce que je constate, c'est que les femmes qui osent partir justement pour des raisons financières, tout d'un coup, elles développent leur créativité. Oui, tout d'un coup, il y a un espace d'elles qui n'existait pas, bon, ça va peut-être pas se faire tout de suite, hein, mais quand on se choisit, c'est important de se choisir soi. On a été beaucoup éduqués quand même dans ce côté un peu de se sacrifier, nous les femmes. Oui, hein. Oui, bien sûr. Et même si on n'a même pas été éduqués, moi je crois quand même qu'on a les mémoires de ça. Oui, voilà, qu'on trouve notre bonheur en fait en se sacrifiant. En donnant. Oui, voilà, en donnant. Le nouveau monde est un monde orgasmique et j'ose le dire. Eh ben, c'est magnifique. Voilà, parce que je pense que l'orgasme, c'est pas toujours ce que l'on pense, c'est beaucoup plus grand que ça. Et pour moi, l'orgasme, c'est même quand on mange quelque chose et puis le manger dans toute la conscience. C'est la présence, en fait. C'est être présent à cet émerveillement de la vie. Je crois vraiment que si on développait l'émerveillement chez les enfants, je ne sais pas s'ils auraient envie d'aller se battre et s'ils voudraient faire tout ça. Et je ne sais même pas si tous ces gens qui tuent, on leur faisait montrer combien c'est merveilleux un être humain. Hein. Comment vous vous rendez compte que deux êtres qui se rencontrent, hein, et puis ils fusionnent, et puis il y a un bébé qui se met en marche là dans le ventre, et toute cette perfection, mais c'est grandiose. Oui, c'est grandiose. Mais c'est grandiose. Je sais pas, il y a une vidéo là qui circulait sur YouTube où on voit en accéléré la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Mais je dis, c'est beau, cette perfection dans tout. La nature, la beauté des plantes et puis les formes, mais toute cette perfection dans la nature et qu'on saccage d'une façon complètement inconsciente. Parce que il n'y a que la conscience qui peut faire il n'y a que l'inconscience qui peut faire du mal. La conscience, en fait, ce monde changera si on accède vraiment à la conscience de qui nous sommes et de ce qu'est la planète, et que la Terre est vivante, et que tout est vivant. C'est un monde, en fait, le malheur vient de la conscience, il n'y en a pas d'autre. Et les femmes, maintenant, si elles se lèvent toutes conscientes de leur propre puissance, elles vont remettre les choses en place. Ah, les femmes, depuis 40 ans que j'anime des stages, je crois qu'il y a 90% des personnes, c'est des femmes. Bien sûr. Et je me dis, mais où sont-elles au niveau politique, ces femmes? Où sont-elles au niveau des prises de décision? Des femmes merveilleuses, des femmes qui... J'adore les hommes, j'adore accueillir des hommes, mais 80% au moins de mes classes, c'est des femmes. Demain, j'ai une classe, c'est que des femmes. Et c'est vrai que la femme, je pense, naturellement, elle n'est pas du tout supérieure, c'est pas ça, mais elle a une façon naturelle d'aller dans l'introspection, de se poser des questions. Et puis même entre femmes, on se raconte. Bon, les hommes ont moins de fluidité par rapport à ça. Mais les femmes, elles portent pendant 9 mois un bébé dans le ventre. C'est pas pour aller le mettre sous les bombes. Ça, c'est clair. Les femmes, elles savent ce que c'est que chaque instant de la fécondation, de chaque instant du moment où le bébé prend son espace en elle, mais elle ne le veut pas au monde pour qu'il se fasse du mal, pour qu'il y ait de la violence. Donc les femmes, elles ont un rôle important aussi dans le message qu'elles vont donner à leurs propres enfants aussi. Dernièrement, je voyais une personne qui a des enfants, ce sont que des garçons, et qui est pourtant ouverte à tout le développement personnel. Elle les éduque, c'est des futurs machos. Elle ne s'en va pas parce qu'il faut leur préparer à manger, parce qu'il faut leur faire ci, il faut leur faire ça. Si c'était des filles, elle le ferait, elle partirait, parce qu'elle saurait.
Je me dis, attendez, non, pas maintenant. Non, on a vraiment quelque chose. On a une sacrée responsabilité. Oui, bien sûr, puisqu'on transmet. Mais oui, mais déjà, si on transmet, alors moi déjà, si les femmes transmettent qu'elles peuvent être orgasmiques naturellement et joyeuses, et qu'elles ne sont pas obligées de rester avec un homme, et qu'elles peuvent devenir libres, indépendantes, elles vont montrer la voie à leurs enfants et à leurs filles notamment, qu'elles ne sont pas obligées de subir peut-être un homme toute leur vie, etc. Beaucoup de femmes restent avec un homme pour pas faire souffrir les enfants. Mais c'est faux tout ça. Les enfants, ils préfèrent souvent d'ailleurs que les parents se séparent pour qu'il n'y ait plus toutes ces histoires. Mais surtout, montrer, parce que l'on est, qu'on peut vivre debout, dans la joie, dans la possibilité, qu'on peut vivre sans peur, parce qu'on est relié. Pour moi, c'est évident aussi que ce chemin, il passe par cette reliance, cette connexion à quelque chose de plus grand que soi. Que je ne nommerai pas, qu'on peut appeler la source, qu'on veut, mais qu'à partir du moment où moi je sais que j'ai mis mes mains, ma main, j'ai glissé ma petite main dans la main de la conscience, je me suis laissée guider et aspirer. Ça ne veut pas dire que je suivais quelque chose ou quelqu'un, non, je suivais mon inspiration. C'est-à-dire que je suivais en fait des messages, peut-être de cette conscience que je ne saurais nommer, et à partir de là, la vie devient tellement plus facile. C'est une façon aussi de trouver la force de sortir d'une situation difficile et conflictuelle et violente. Arrêter de s'en remettre à quelqu'un, arrêter de s'en remettre à l'autre, à un être humain qui est gouverné par son mental, mais s'en remettre juste à cette partie plus grande de nous qui sait exactement ce qu'il nous faut. Et juste lui parler, et juste dialoguer avec. Et voir combien c'est joyeux et combien c'est facile. Et combien il n'y a pas besoin d'en baver pour y arriver. Moi, j'ai longtemps cru qu'il fallait que ça soit difficile. Longtemps. Même, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette vie, quand quelque chose est trop facile, on a l'impression que c'est pas important. Ça peut pas marcher. Moi, je propose des choses faciles et qui marchent. C'est jouissif. En fait, ce qu'il faudrait donner comme conseil aux femmes, c'est dès qu'il y a une attitude violente, que ce soit en parole ou psychique ou physique, c'est bien de s'en aller tout de suite, mais quand c'est sournois. Et comment on détecte ça? Parce qu'on n'est pas toujours conscient de ça. Tu disais tout à l'heure, hors caméra, que un jugement est déjà une attitude violente. Donc ça commence très tôt, même à l'école, il y a des jugements. Oui, tout à fait. Pour moi, le jugement, c'est le premier des abus. Et en fait, c'est d'autant plus difficile à discerner qu'on est dans un monde qui est criblé de jugements. On est toujours en train de juger tout. On juge son voisin, on juge ce qu'on a fait, on juge ce qu'on n'a pas fait, on juge ce qu'on serait capable de faire. Mais le plus violent des jugements, c'est pas tellement celui que quelqu'un d'autre porte sur nous, c'est celui qu'on porte nous sur nous. C'est-à-dire le plus grand jugeur et le plus grand abuseur de notre vie, c'est nous. Et si on s'abuse nous-mêmes, si on se juge nous-mêmes, on va automatiquement attirer des gens qui vont faire la même chose. En réalité, ça commence comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, la personne qui nous fait du mal, elle nous le fait parce on s'est mis en situation d'être capable de le recevoir. Dans ton expérience, Complètement, oui. Tu as pu savoir oui. où tu t'étais jugée. J'ai l'impression d'être arrivée sur Terre où je me jugeais déjà. J'avais l'impression que je n'étais jamais assez bonne, jamais assez bien, jamais assez polie, jamais assez gentille, jamais assez tout. Et donc, pour moi... On veut être parfait, en fait. Oui, et puis je crois que c'était par amour, parce que le grand piège, ça commence tout petit. Si tu fais pas ça, maman va pas être contente. Ah, mais c'est pas gentil ce que tu fais, maman, etc. Et donc, en fait, il se crée très petit un sentiment de culpabilité, de jugement de soi-même, parce qu'on n'arrive jamais à être à la hauteur de ce que les adultes attendent. Ceci dit, ils ne font que reproduire ce qu'eux-mêmes ont vécu. C'est-à-dire, c'est pour ça que je parle de libérer les mémoires, parce qu'en fait, on ne fait que répéter de génération en génération la même chose. C'est-à-dire que si on pouvait parler d'une victime, la seule victime, c'est d'être victime de nous-mêmes, c'est-à-dire de nos vibrations, de nos mémoires. Alors évidemment, c'est très très sournois, parce que parfois, on a l'impression que, par exemple, quelqu'un va te dire, tu sais, moi je t'aime beaucoup, mais je voudrais juste te dire quelque chose, tu vois, que j'ai remarqué, et tu as fait ci, tu as fait ça. Alors déjà,
on est dans une situation de l'autre a dit je t'aime beaucoup, ça, hein, donc on s'ouvre. Hein. Et puis l'autre, hop, un coup de couteau. Et puis elle le dit avec tellement de gentillesse que c'est pour nous, que le gros piège, c'est de croire que c'est vrai. Aucun jugement n'est vrai. Aucune critique n'est vraie. D'abord, tous les jugements sont des auto-jugements. La personne qui nous envoie quelque chose, c'est son histoire qu'elle nous raconte. Donc en fait, l'idée, c'est de ne jamais prendre comme étant vrai ce que quelqu'un nous dit. Donc souvent dans les couples, c'est ce qui se passe. L'homme dit, oui, mais t'as vu comment tu es, t'as vu comment... Et si, évidemment, comme la femme, elle a attiré cet homme-là exprès pour lui mettre le nez devant la problématique qu'elle a, elle va le prendre comme étant vrai. Si à un moment donné, elle commence à découvrir, elle commence à apprendre qu'il n'y a aucun jugement qui est vrai, mais que ce que l'autre dit est un miroir de ce qu'on a en soi, là, on détient la clé. Au fond, l'autre, on n'a plus qu'à s'incliner devant lui et dire « Oh, merci, merci pour ce point de vue, je vais voir ce que j'en fais. » Et j'efface. Et je vais voir ce que j'en fais. Et à ce moment-là, on va l'effacer. Parce que, finalement, tout seul, on ne voit pas forcément ce qu'on a au fond de nous. Si tu vas dans l'Himalaya, t'asseoir contre un arbre et puis méditer, tu te dis « Oh, je suis arrivée à la paix intérieure profonde. » Évidemment, tu n'as personne pour te confronter. Mais dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, on va automatiquement attirer des gens, méchants ou gentils, peu importe, qui vont nous révéler la chose qui est encore là et que nous devons libérer. Mais si nous nous mettons en victime, c'est fichu. Parce que si nous nous mettons en victime, nous n'utilisons pas le cadeau, finalement, que nous envoie l'autre, et qui est justement de se réapproprier tout ça et de le libérer pour que ça s'arrête. C'est-à-dire, maintenant, c'est fini. Donc, tout point de vue devrait juste être considéré comme un point de vue intéressant. Joli. Voilà. Tu n'as plus besoin ni d'être pour, ni d'être contre. C'est un point de vue intéressant. Donc, tu n'as pas besoin de te battre avec la personne. Ça, tu vois, comme outil pour la paix, c'est formidable. Dans un conflit, il y a toujours... Tu as remarqué, les gens, ils disent toujours « t'as tort ou j'ai raison ouais. ». Ok, ben voilà. C'est de sa faute. Voilà, ou c'est de sa faute. Ben, on peut passer à un autre schéma qui est la personne, oui, je ne suis pas d'accord, tu sais, non, c'est intéressant. Je respecte ta... C'est intéressant, ça veut dire ça en fait. Je respecte, mais ça ne veut pas dire que je l'adopte. Et ça ne veut pas dire que je suis contre. Je l'ai entendu. Voilà. Et voilà, je trouve que c'est intéressant, je vais considérer la question, tiens, voilà, mais c'est tout. Et du coup, tu vois, il y a quelque chose qui se désactive, qui se désamorce. Et puis à un moment donné, ça devient totalement naturel. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison, et puis même si tu fais quelque chose, tu casses un verre, tu blesses quelqu'un sans faire exprès, bah ok. Tu n'es pas obligé de te dire que tu n'aurais pas dû, tu n'es pas obligé de penser que tu es nul, tu n'es pas obligé de penser que tu n'aurais pas dû, etc. C'était comme ça, voilà. Et donc déjà, si on commence à lâcher la vérité des points de vue que les autres nous envoient, hein, que ce soit dans les couples, les amitiés, etc., il y a quelque chose qui va s'alléger à l'intérieur de nous. C'est-à-dire vraiment, c'est vraiment retrouver la conscience. Oui, et un détachement, en tout cas, de ce que ne pas adopter, en tout cas, ne pas acheter ce que les autres nous envoient, et puis reconnaître la merveille que nous sommes dans notre différence. Même s'il y a eu quelque chose qui n'était pas dans l'ordre de ce que les gens aimeraient bien. C'était juste une expérience qui t'amène ici aujourd'hui. Et si tu reconnais que cette expérience est juste une expérience, hein, et que c'est juste quelque chose que peut-être tu peux transformer, la charge s'en va. Et donc, par exemple, si tu lâches le point de vue que ton couple est important, parce que c'est ça aussi qui pose problème, c'est tous les idéaux utopiques que l'on a. Tu sais, le truc vital, la chose vitale que tu veux surtout pas perdre. Alors, tout ce que tu as de vital, il faut l'abandonner. Parce que rien d'autre n'est de vital que ta propre vie. Et puis d'être là dans le monde et d'être une fleur qui donne naturellement son parfum au monde. Est-ce qu'une fleur qui donne son parfum au monde, elle s'occupe du bouquet? Non. Elle donne son parfum au monde, l'autre à côté, elle donne son parfum au monde, et l'autre aussi. Et si chaque fleur donne son parfum au monde, on fera de cette terre un jardin merveilleux. On n'a pas besoin de s'occuper de comment l'autre pousse ou pousse pas, tu vois. C'est déjà tellement un cheminement important. Et il y a aussi le fait qu'on a beaucoup été éduqués dans l'idée qu'il fallait qu'on réussisse réussir son couple, par exemple. Oui, réussir son couple, c'est un challenge. Ça veut dire quoi, réussir son couple, d'abord? Là, on pourrait aller sur un autre sujet qui est, bon, les couples, c'est quoi, hein? Pourquoi il faudrait qu'on soit à deux, par exemple, toute sa vie, hein? Pourquoi on ne peut pas être 3, 4, 5, 6, tu vois? Et tout ça, c'est des conditionnements.
je trouve ça peut être très bien, mais ce qui est ennuyeux, c'est d'être formaté par ça. L'idée, c'est d'être libre d'explorer ce qu'on a envie d'explorer sur cette planète, que ça soit pareil ou pas pareil que les autres. La vraie liberté, c'est d'être soi. Qu'est-ce que tu as d'autre, ça? Qu'est-ce que tu veux être d'autre que toi? Et être soi, c'est pas forcément être comme le voisin. Et être soi, c'est pas forcément être ce que notre mari a envie. Être soi, c'est être, c'est tout. Et si l'autre, il est OK, il est OK. S'il n'est pas OK, il n'est pas OK. Pourquoi les gens veulent absolument conserver une image d'un couple idéal et jusqu'à en mourir pour certains, tu vois? Moi, je dis surtout ça par rapport aux jeunes. Quand je vois les jeunes, les repères qu'ils ont, c'est vrai que les films, j'en regarde pas beaucoup, mais le peu de séries télé, tout ça, je trouve ça... Mais ça donne tellement la vie sur des clichés qui n'ont rien à voir avec la beauté de l'être, hein, avec la beauté de qui nous sommes. Tu sais que par exemple, la jalousie, il y a des sociétés matriarcales qui ne connaissent même pas le nom. Ça n'existe pas. La jalousie, c'est culturel. Combien de gens pensent que c'est matriarcal, oui. Quel pays? Les Mozo, une tribu de Chine. D'accord. Et c'est extraordinaire. J'ai lu un livre qui était formidable, L'adieu au lac mer, il y a pas mal d'années de ça. Et c'est là que j'ai découvert, en lisant ce livre, qui est une histoire vraie, une jeune fille qui chantait, qui a été repérée par des ethnologues pour qu'elle aille passer un cours de chant, enfin un concours de chant aux États-Unis. Et en fait, dans sa tribu, le mot jalousie n'existait pas. C'est-à-dire que les femmes rencontrent des hommes, ils se plaisent, ils ont une rencontre, ils ont une aventure. Parfois, ils ont un enfant, l'enfant est élevé par la famille de la mère. Puis si jamais un jour ça ne fonctionne plus, voilà, il s'éloigne et quelqu'un d'autre vient. Et moi, ça m'avait vraiment interpellée que même le mot jalousie n'existait pas. Donc, combien de fois on entend « si on est jaloux, c'est parce qu'on aime ». Non. Si on est jaloux, c'est parce qu'on a peur de perdre l'autre. Si on est jaloux, c'est donc qu'on pense que sans l'autre, on n'est rien. Ça va beaucoup loin. Si on est jaloux, ça veut dire qu'on a une mésestime de soi. Un véritable amour, il est libre. Hein. Le véritable amour, écoute, si t'es plus heureux là, vas-y. Puis moi, je vais continuer d'être capable d'être heureux par moi-même ou peut-être avec quelqu'un d'autre. J'aimerais tellement que, vraiment, je suis très sensible à la jeunesse, c'est vrai, mais que les jeunes comprennent qu'il n'y a pas une personne qui les attend, comme on le fait croire, le prince charmant, la personne unique. Non, mais ils veulent le feu, ils veulent la passion, et ils veulent cette énergie-là. Ils peuvent l'avoir sans... Même avec sans le détachement et le fait d'être chacun dans son... avec cette sérénité que tu décrivais. Ah, mais le feu, c'est la vie. Moi, je me sens pleine de feu à l'intérieur de moi. Mais j'ai plus du tout envie de me perdre dans une relation. Je parle du feu de la passion. Oui, mais je parle du feu de la passion. On peut avoir le feu total de se fondre dans une relation et tout en même temps se dire que voilà, c'est dans l'instant présent qu'elle est comme ça. Tu sais, pour moi, il n'y a pas de véritable amour sans conscience. Un jour, je disais même, couple sans conscience n'est que... Non, amour sans conscience n'est que ruine du couple, pour reprendre l'autre terme. Parce que s'il n'y a pas la conscience, si ce ne sont pas deux êtres conscients qui se rencontrent, et ça veut donc dire que ce sont des êtres qui sont incomplets parce qu'ils attendent quelque chose, qu'ils ont eux-mêmes pourtant, s'ils sont complètement conscients de leur splendeur, à un moment donné, il va y avoir souffrance. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui s'éloigne un peu, ou qu'il y en a un qui n'aime plus de la même façon que l'autre aimerait être aimé, pour que la souffrance vienne, et les reproches, et les jugements, puis alors la culpabilité, on pourrait tous les égrener, hein. Tout ça, ça ne sert à rien. Tout ça, la culpabilité, est-ce que ça sert à quelque chose? Juste à se dédouaner de quelque chose qu'on croit qu'on a fait de mal. Qu'on croit qu'on a fait de mal. Hein. Donc déjà, c'est un sentiment totalement improductif. Les jugements, mais imagine juste ta vie, la vie du monde, il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de notes. Il n'y a plus de notes, plus de concours. Il y a juste être. Voilà, juste fleurir dans la potentialité qui est la tienne. Un monde où on ne dirait pas, non, il faut que tu prennes cette filière-là, parce que tu sais, c'est là où il y a du potentiel maintenant. Oui, mais j'aime pas ces études. Oui, mais c'est là que... Comment voulez-vous qu'une Marguerite
puisse fleurir comme il faut si on la met dans une terre pour les cactus. Ben oui, mais il y a ceux qui disent que tant qu'on ne pèse pas quelque chose, ça ne peut pas progresser. Oh, Je l'ai lu. c'est intéressant. Ça m'a fait utile. Tant qu'on ne quoi? Tout ce qui ne se mesure pas ne peut pas progresser. Donc on mesure, on met des notes, on fait des concours, etc. Oh mon Dieu! C'est le monde tel Oui. qu'il est. Bah ça, c'est pas le monde, c'est pas le mien. C'est le l'ancien. monde. Oui, c'est pas mon monde. Mais il est très présent encore. Oui, c'est pas, voilà, Et, je pense pas que c'est ce qu'on le ne monde. mesure pas ne progresse pas, puisqu'on n'a pas pris la mesure. Oui. Voilà. Moi, je pense que la seule mesure, c'est notre joie orgasmique. Ah, je suis d'accord avec ça. Voilà. Si je suis dans la joie et que je suis pétillante et que mes cellules pétillent, je suis à la bonne place. Donc en fait, toutes ces mémoires, ce sont des modèles mentaux qui sont intégrés dans notre cerveau et qui bloquent tout un tas de choses, puisque ça se reproduit selon le modèle mental, la loi qu'on en a édictée. C'est-à-dire qu'on est endoctriné à notre insu par des points de vue, par des certitudes, par des idées, par des opinions, par des croyances qui viennent de la nuit des temps, qui sont encastrées dans nos cellules, on va dire. C'est là qu'on parle de mémoire cellulaire, et qu'en fait, elles vont s'activer à notre insu pour nous saboter. Vous vous réveillez le matin, vous dites « Ah, aujourd'hui, j'ai tellement envie d'être heureuse. » Puis 1 heure plus tard, « Oh là là, mais c'est pas possible, j'ai tout raté quand même. » Alors que vous étiez levé tout à fait bien. C'est comme s'il y a un personnage caché, en fait, qui nous dit des choses. À qui ça appartient? Ça ne nous appartient pas. En fait, l'idée, c'est que, vous voyez, à qui ça appartient, c'est un des outils que j'utilise. Je demande aux personnes, mais à qui ça appartient? À qui ça appartient? Et souvent, les gens se rendent compte qu'en posant la question, tout d'un coup, ils se rendent compte que ça ne leur appartient pas. Alors, on dit retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Et c'est énergétique et ça fonctionne très bien. C'est comme si nous étions multiples et que ces mémoires collectives, inconscientes, vont se manifester par nos points de vue et nos jugements. Tous les jugements que vous avez, est-ce que franchement, un jour vous vous êtes réveillé en disant « Bon, aujourd'hui, je vais avoir tel jugement sur moi ». Est-ce que vous avez choisi de vous juger? Bien sûr que non. C'est pas quelque chose de délibéré de votre être. C'est donc quelque chose qui vous appartient pas. C'est quelque chose que vous avez chopé en route, qui appartenait peut-être à maman, à papa, je sais pas quoi, il y a 20 ans, 30 ans, ou il y a 1000 ans, ou il y a 3000 ans, 100 000 ans. Vous savez pas, c'est là en vous, dans votre ADN quelque part. Mais vous savez bien aussi que la nouvelle science nous dit que l'ADN n'est pas figé et que nous pouvons créer de nouveaux circuits neuronaux. Eh bien, la création de nouveaux circuits neuronaux, c'est de nouvelles façons de penser. C'est une nouvelle façon de regarder les choses. Et ça, c'est vrai que spontanément, on a été vraiment, en tout cas dans nos sociétés occidentales, on a été vraiment formaté à nous juger et à juger les autres. Et à fonctionner dans le monde de la dualité. Le bien et le mal. Le bon, le mauvais. Et en réalité, la seule façon pour moi de sortir de tout ça, c'est qu'il n'y a plus de bon, de mal, de bien, de mauvais. Il y a juste ce qui émane en nous de notre joie. On a envie d'aller là ou d'aller là. Et en fait, certains grincheux diront que c'est de l'utopie. C'est utopique. Pour moi, ce qui est utopique, c'est de se faire tant de mal et d'être dans un monde de souffrance, alors que ce monde est merveilleux et magnifique. Et je ne suis pas du tout, je ne suis pas dans la pensée positive. Quelqu'un parlait de ça l'autre jour. Surtout pas. La pensée positive, pour moi, c'est quelque chose, c'est remettre un couvercle sur quelque chose qui montrait puis qui nous plaît pas. Non, moi, ce que je ressens, c'est que quand quelque chose ne va pas, il arrive, il émerge, fait oh, hein, et tout de suite, je questionne comment je peux transformer ça. C'est-à-dire que je vais rebondir sur une autre possibilité que la conscience peut m'envoyer. On est dans un monde de demander, de recevoir. Bon, il y a 2000 ans, quelqu'un d'autre l'a dit, hein, demandez, vous recevrez. Mais se demander recevoir, c'est une clé magique. Souvent, les personnes essaient de trouver la solution avec le mental. Mais le mental, c'est déjà lui qui a créé le problème. Donc, c'est pas lui qui va le solutionner. Donc, en fait, l'idée, c'est de vraiment accueillir ce qui est, mais de rebondir sur une nouvelle possibilité. Vous voyez, dans un couple, si on est dans la souffrance, puis on est là, puis mais comment, on peut dire aussi, mais quoi d'autre est possible? Et le quoi d'autre est possible, ça peut être, il faut que je m'en aille. Ou quoi d'autre est possible, ça peut être... Au contraire, ça me libère. Voilà, mais il y a tellement... Mais s'ouvrir à d'autres possibilités. Parce que sinon, on va continuer. D'ailleurs, la même chose en politique.
Quoi d'autre est possible plutôt que de refaire la même chose qui a déjà été fait, qui a peut-être marché à une époque, parce qu'on n'a pas jugé ce qui s'est passé avant. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quels sont les nouveaux possibles? Et quels sont les nouveaux paradigmes, les choses qu'on n'a pas encore explorées et que si on les explore, vont nous amener d'autres solutions. Voilà. Ouvrir. Mais oui, ouvrir. Et souvent, on fait des jugements parce que quelqu'un t'a fait souffrir. Et donc, comme tu souffres, tu juges que la personne t'a fait du mal. Mais en réalité, personne ne nous fait du mal. Les personnes qui nous font du mal, elles ne font que réactiver des blessures qu'on avait déjà en nous. Ça, c'est quelque chose qui était pour moi... dont on n'était pas conscient. Dont on n'était pas conscient. C'est pour ça que même notre pire ennemi, il est vraiment le catalyseur d'une transformation. Moi, je peux dire que je l'ai vécu. En ayant perdu mes enfants et leur papa dans des conditions dramatiques, je sais qu'à un moment donné, je me suis supposée victime pas longtemps. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, et 30 ans plus tard, j'ai vu le chemin, qu'est-ce que ça m'avait apporté. Comme, pas seulement pour toi. Mais voilà, pas seulement pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, alors le piège, ça serait de se dire, bon d'accord, puisque je crée ma réalité, donc c'est ma faute si je me suis mis dans telle situation. Ah oui, mais ça c'est... Voilà, alors, bien évidemment, c'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de ça. C'est comme le karma, ça. Oui, non, c'est qu'en fait, oui, disons qu'inconsciemment, on s'est mis dans certaines situations, mais qui, en fait, grâce à la conscience qu'on va mettre dessus, vont nous permettre de nous transformer, d'évoluer, et de libérer justement cette mémoire qui nous a mis dans cette situation-là, et de libérer les mémoires d'autres personnes qui sont dans la même situation. Mais ça passe par la prise de conscience. Donc c'est ça la solution, c'est la prise de conscience. Oui, et puis d'être dans cette ouverture à d'autres possibles et de demander d'autres possibles. Parce que c'est une vibration de demander. Avec la parole. Oui. C'est le travail que je fais. Eh bien voilà, parce que demander, on est sur une planète de libre arbitre, même si on pense que cet univers est merveilleux, si on se contente d'être comme ça, bon ben ça va arriver, ça n'arrivera pas. Alors que si on lance, si on crée un choix, c'est-à-dire qu'il faut d'abord être dans un choix. Le choix crée de nouveaux chemins. Si je tourne autour du carrefour de l'étoile et que je ne fais pas de choix, parce qu'il y a plein de routes possibles, il va rien m'arriver. Si à un moment donné je dis ok, je choisis celle-là et j'y vais, alors là de nouveaux possibles arrivent. Et puis si une heure après ça me plaît plus, eh ben je change. Beaucoup de gens pensent que quand ils font des nouveaux choix, ils vont être obligés d'enfermer dedans. Combien de gens font pas de choix ? Parce qu'ils se demandent si c'est le bon ou le mauvais choix. J'ai lu mieux que ça. Quand on se met en couple, c'est pour faire un chemin ensemble, une action ensemble et progresser ensemble. Et que les épreuves qu'on n'a pas pu traverser, on s'est dit, bon là je peux plus, c'est ma limite, je vais ailleurs. On va le retrouver ailleurs, avec, sous une autre forme. Et donc ça ne fait que repousser la question. Donc à la fin tu te dis, mais pourquoi changer puisque ça va être pareil sous une autre forme. Si le changement c'est uniquement une fuite, oui, ça peut effectivement. Si le changement ou de partir, c'est aussi le départ d'une nouvelle façon de voir les choses, de nouvelles prises de conscience, de nouvelles possibilités en faisant des choix, en posant des questions et en se laissant inspirer par justement une nouvelle orientation de vie, ça ne se repassera pas comme ça. La répétition, elle n'a lieu que lorsqu'on passe d'une situation à une autre parce qu'on ne veut pas y mettre de conscience. Mais c'est pour moi la seule clé pour changer ce monde, c'est la conscience. Alors merci Mina, tu as tout dit vraiment et surtout tu nous apportes les solutions. La solution. En n'oubliant pas que la solution, c'est la question. C'est la question. C'est poser les questions. Comment ? Voilà. Qu'est-ce qui est possible de mieux ? Ouais. Comment ça devient mieux que cela ? Quelles sont les autres possibilités ? Comment puis-je être une contribution à ma vie et au monde ? Au lieu d'être dans des réponses et des conclusions qui nous enferment et nous limitent. Dans des vérités aussi toutes faites. Moi, je ne tiens pas à la vérité, mais je pose des questions toute la journée. Du matin au soir. Merci pour ça. Les symboles et les mots gouvernent dans tous les pays. Mais la paix, où est la paix ? Il y a dans les mots de la devise des Français un air de paix, un air de paix.